Ok, eh bien, je vous propose qu'on démarre et chacun pourra nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, eh bien, bonjour à tous, ravi de vous accueillir et bienvenue sur ce webinaire Créer un baromètre RH qui a du sens. Donc, je me présente Fanny Fouquet, je suis consultante et référente entreprise à mission au sein du cabinet LJP Conseil. Je vais animer ce webinaire en compagnie de Cécile Sergent et Gilles Papéro, nos deux intervenants du jour que je vais laisser se présenter. Cécile, pour démarrer. Oui, bonjour Fanny, bonjour Gilda, et puis bonjour à tous ceux et à toutes celles qui se sont joints à nous pour cet événement. Donc, je suis Cécile Sergent. Pour me présenter, je dirais qu'après un long parcours de RH, j'ai décidé il y a 1 an et demi de devenir indépendante, avec l'idée de créer mon propre job et me concentrer sur ce que j'aime faire, c'est-à-dire aider les entreprises à passer des caps. Donc aujourd'hui, je suis DRH externalisée, ça veut dire que je fais des missions de DRH de transition et je suis consultante en ressources humaines, voire plus ponctuellement consultante en RSE. Je suis basée à Nantes et j'adore ma vie au point de poster tous les vendredis maintenant une photo de Nantes sur LinkedIn. Et du coup, je travaille essentiellement dans l'Ouest et en Île-de-France aujourd'hui. Je fais partie du réseau de partenaires de LJP Conseil. Concrètement, ça veut dire que je réalise régulièrement des missions pour le compte de LJP parce qu'on s'entend bien, parce qu'on partage une même vision et parce que aussi ça a beaucoup de sens pour moi de collaborer avec une entreprise à mission puisque LJP Conseil est une entreprise à mission. Fanny Gilda, je suis en grande forme ce matin, donc peut-être un peu d'humeur taquine. J'ai hâte de partager avec vous quelques réflexions sur cette thématique qui nous réunit et de rebondir sur les réactions, les questions qu'il y aura dans le chat. N'hésitez pas à commenter et à poser votre question au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Ok, merci Cécile. Gilda, à toi le tour. Eh bien, à mon tour de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Donc, moi, je suis Gilda Perrault, fondateur, dirigeant du cabinet LJP Conseil, entreprise à mission. Je suis également consultant et chercheur. Donc, je suis ravi de pouvoir vous partager tous mes éléments de réflexion sur ce beau sujet du baromètre qui a du sens. Merci Gilda. Donc, Cécile et Gilda vont partager effectivement leur vision, leur expérience. Pendant une trentaine de minutes environ et ensuite on aura un temps d'échange et de questions-réponses. Donc comme le disait Cécile, n'hésitez pas au fur et à mesure à nous poser des questions dans le chat et on pourra y revenir tout à l'heure. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être commençons par nous poser la question du pourquoi. Pourquoi est-il important de questionner les collaborateurs et pour ça, je me tourne vers toi Cécile. Donc selon toi, pourquoi mettre en œuvre une telle démarche ? Parce que le domaine RH est vaste. Et de ce fait, il y a beaucoup d'entreprises qui lancent plein de projets pour tester des choses, souvent parce qu'elles ont entendu dire que d'autres entreprises avaient elles-mêmes lancé tel ou tel projet RH. Alors elles essaient à leur tour, sauf que je crois que ce qui est bon pour une entreprise n'est pas forcément pour une autre. Et je crois vraiment qu'une pratique RH n'est bonne que si elle répond à une problématique spécifique de l'entreprise. Et pour moi, c'est pour ça qu'il faut sonder régulièrement ses collaborateurs pour savoir où il faut agir, pour ensuite être capable de prioriser ces chantiers RH et éviter de lancer des projets pharaoniques qui s'avèrent en final inutiles. Donc selon moi, sonder, ça permet d'abord de faire des choix éclairés et puis de mettre son énergie au bon endroit. Et puis en sondant, je crois qu'on comprend mieux ce que les collaborateurs vivent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, parce que pour moi, au final, c'est vraiment ça qui compte. On peut imaginer tous les plus beaux projets RH de la Terre, mais s'ils ne répondent pas à un besoin réel, oui, on se fait plaisir, on a l'impression d'agir, mais on perd son temps. Donc, sonder, d'abord, ça permet de prioriser. Et puis, sonder, ça permet aussi de vérifier que ce qu'on a mis en place fonctionne. Sonder régulièrement. Par exemple, si vous avez lancé un projet qualité de vie au travail et que vous voyez que finalement les résultats dans les sondages internes stagnent, il sera temps de vous poser des questions sur ce que vous avez fait et de vous demander pourquoi finalement, alors que vous faites des efforts, la perception des collaborateurs stagne. Pour illustrer mon propos, quand je fais des diagnostics RH, je mets toujours en parallèle 3 choses. D'abord, je regarde l'intention de départ, c'est-à-dire à quel résultat l'entreprise va aboutir. Deuxièmement, je regarde quels sont les dispositifs RH managériaux qui ont été mis en place.
C'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise a déployé pour obtenir le résultat attendu. Mais je m'arrête pas là, évidemment. La troisième étape, c'est de regarder la perception qu'en ont les collaborateurs. Parce qu'au final, est-ce que les collaborateurs valident ou pas le dispositif? Donc, je regarde l'intention, le dispositif et la perception des collaborateurs. Et parfois, on a des surprises. Les entreprises que j'accompagne sont très surprises des résultats, dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs. Je vous donne quelques exemples vécus. Par exemple, des équipes qui peuvent avoir une très bonne perception du management, et c'est la surprise, parce que en face de moi, j'ai des dirigeants DRH qui disent, mais en fait, on n'a pourtant rien fait. C'est-à-dire au sens, on n'a pas formé, on n'a pas fait de plan d'action spécifique au management, et pourtant, la perception est bonne. À l'inverse, j'ai des exemples de collaborateurs qui renvoient au travers d'un baromètre un manque de transparence de la part de la direction générale, alors que quand on écoute cette direction générale, elle a l'impression au contraire d'être hyper communicante, hyper transparente, hyper claire. On voit bien qu'au final, ce qui compte, c'est bien la perception que les collaborateurs en ont, parce que le sujet, c'est est-ce que ce que l'entreprise fait pour eux les motive? Est-ce que ça répond à leurs attentes professionnelles? Est-ce qu'ils se sentent bien ou pas dans l'entreprise? Après, il y a plusieurs moyens de sonder. Effectivement, on peut aussi imaginer des sondages individuels. On peut questionner au cours d'entretiens individuels des personnes. Ça veut dire que pour que les résultats soient exploitables, il faut faire pas mal d'interviews. Ça veut dire qu'il faut bien mener ces entretiens et qu'il faut avoir un bon niveau de questionnement, être dans un cadre rassurant, sécurisant. Et puis, on peut sonder, c'est du one-shot, l'ensemble de ces collaborateurs. On va avoir une approche collective sur la base d'un questionnaire qu'on va diffuser à tous, ce qu'on appelle généralement baromètre interne, ou baromètre RH, ou baromètre social. On trouvera ces trois terminologies, mais c'est bien le même sujet. Et c'est ce dont on va parler ensemble. Je dirais aussi que, en fait, on parle, dans le vocabulaire RH, on parle de plus en plus souvent de soigner l'expérience collaborateur, comme on soigne l'expérience client, ou soigner l'expérience candidat. Moi, je suis convaincue que la première brique de ce travail de soigner l'expérience collaborateur, ça passe par la mesure du niveau de satisfaction des collaborateurs. C'est ce qui permet de cibler ses actions, faisant des choix, qu'est-ce qui est prioritaire, qui permettra d'améliorer cette fameuse expérience collaborateur dont on parle beaucoup. Et en fait, avec ce sujet-là qu'on traite aujourd'hui, celui du baromètre ou du sondage collectif, on est vraiment au cœur, pour moi, des préoccupations des RH finalement. Ok, et c'est vrai que quand on a préparé ce webinaire ensemble, tu faisais écho à une tendance sociétale. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est une fâcheuse tendance chez moi. Je fais souvent un lien finalement entre les évolutions sociétales et les attentes et les comportements des collaborateurs. Parce que les tendances sociétales, elles ne s'arrêtent pas à la porte de l'entreprise, elles diffusent dans le milieu professionnel. Et je pense que sociétalement, on s'est tous habitués à questionner régulièrement, pour ne pas dire tout le temps. Vous avez forcément tous remarqué, on prend le train, on visite un musée, on vient de se faire livrer quelque chose, on vient de se faire dépanner sa chaudière, etc. On reçoit un SMS, un mail, et on nous demande notre avis. Comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu l'expérience? Moi, je crois que cette tendance sociétale, elle est clairement entrée dans le monde professionnel. En entreprise, on trouve normal d'être questionné régulièrement, de donner son avis, d'avoir voix au chapitre. Et du coup, inversement, on trouverait anormal de ne pas pouvoir le faire. Et les entreprises qui ont compris ça se sont mises à questionner régulièrement leurs équipes au travers de paramètres internes. Et moi, je m'en réjouis par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Je préfère que les entreprises s'appuient sur des éléments tangibles, des choses qui a une mesure et qui leur sont spécifiques, plutôt que sur de supposées bonnes pratiques RH qui restent finalement très génériques. Ok, donc ce que je retiens de ton propos, c'est qu'effectivement, ça devient incontournable de questionner les collaborateurs, parce que effectivement, sociétalement, c'est ancré dans les usages, et aussi parce que ça permet de fonder sa politique RH de manière pertinente. Maintenant, tu partageais aussi avec nous que c'était pas si simple. Est-ce que tu peux justement nous expliquer ce qui peut être compliqué?
Oui, bon, tu l'as compris, hein, Fanny, je fais partie de ceux qui pensent que questionner régulièrement ses collaborateurs, c'est hyper important. Je vais peut-être préciser pourquoi. D'abord, pour moi, par exemple, ça permet de prioriser ses actions en matière de qualité de vie au travail. Ça permet d'évaluer la qualité du management. Ça permet de mesurer le niveau d'adhésion des équipes au projet d'entreprise. Ça permet aussi de comprendre comment renforcer sa marque employeur. En s'appuyant sur un baromètre interne, on peut identifier ce qui mérite d'être valorisé auprès des candidats. Moi, je m'en sers toujours sur les projets marque employeur. Ça démarre toujours par un baromètre. Et donc, je crois vraiment qu'un baromètre interne, c'est une aide précieuse pour les RH et plus généralement pour les équipes dirigeantes. On peut ne pas avoir de RH et avoir son baromètre. Mais je te rejoins, c'est pas simple à mettre en œuvre. Et finalement, ce qui est le plus compliqué peut-être, c'est tout simplement de savoir quelle question on va poser. Et même quelle tournure de phrase on va choisir pour éviter toute ambiguïté. Chaque mot devrait être pesé. Et ceux qui ont mis en place des baromètres et qui sont avec nous là voient exactement de quoi je parle. Parfois, on a utilisé une phrase qui n'a pas été comprise et on rectifie le tir la fois suivante. On pourra aussi se demander si on doit aborder tous les sujets RH et management, c'est-à-dire être extrêmement exhaustif, ou si on doit cibler quelques sujets seulement. Et ça, c'est vraiment pas facile de trouver le juste équilibre. On se demandera probablement aussi si le questionnaire doit être anonyme ou pas sur un sujet. Ma recommandation, c'est oui, faites un questionnaire anonyme si vous voulez avoir des réponses sincères de l'ensemble des participants. Le non-anonyme, réservez-le aux entretiens individuels bien structurés. Alors on va aussi souvent, je pense, se questionner sur la longueur du questionnaire. Alors on se dit, s'il est trop long, les gens ne répondront pas. S'il est trop court, on manquera d'informations exploitées. Autre question qui se pose à chaque fois, c'est on laisse combien de temps aux collaborateurs pour répondre. Ma recommandation, c'est maximum 15 jours et puis vous faites une ou deux relances, etc. Donc, tu vois, Fanny, ça fait vraiment beaucoup de questions. Voilà, on comprend que l'exercice de lancement d'un baromètre est très loin d'être simple. Effectivement. Merci Cécile pour ce partage d'expérience. Gilda, sur toi, cette première question du pourquoi et les problématiques que ça engendre, est-ce que tu peux partager ta vision ? Oui, avec plaisir. Alors, sur les enjeux qu'a évoqué Cécile, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est très clair, je crois. Je souscris complètement à ce qui a été évoqué, à la fois un enjeu de dialogue, d'écoute, et puis un enjeu d'inventaire. Alors, peut-être que je rajouterais un enjeu de cohérence, de manière complémentaire. C'est-à-dire que là, de mon expérience de consultant et aussi de chercheur, on est souvent, nous, sollicités dans les entreprises sur des problématiques spécifiques, sur des points de douleur, sur des dysfonctionnements. Il s'agit de faire évoluer telle pratique, de faire évoluer tel process. Alors on arrive, on règle le problème spécifique, on repart, ça fonctionne, et puis il y a un autre problème qui surgit. Alors on va être appelé à nouveau pour plusieurs sujets successivement, avant finalement de se rendre compte que à tout ça, à tous ces symptômes, il y a une cause un peu sous-jacente, une cause racine. C'est un peu comme si on amenait sa voiture au garage et puis on répare une panne, puis une autre, et puis encore une autre plus tard. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que finalement c'est le conducteur qui conduit mal ou c'est que l'usage qu'on fait de la voiture qui n'est pas adapté. Si vous prenez votre voiture de ville pour faire Paris-Dakar, elle risque de tomber souvent en panne. Alors c'est parfait pour le garagiste, ça lui fait beaucoup de travail, mais ça reste un mode pompier qui est pas satisfaisant et on s'attelle à des symptômes sans questionner vraiment le système qui produit les symptômes. Donc l'objectif c'est d'arriver à aligner ça, aligner le management, le pilotage, pour je reprends mon exemple, la voiture, c'est-à-dire les capacités de l'organisation, et puis le projet, l'utilisation qu'on va faire du véhicule. Et c'est là où un baromètre va pouvoir apporter un vrai soutien au service de cette cohérence. L'opportunité d'un baromètre, c'est justement ça, c'est de permettre une lecture globale pour parvenir à dépasser le stade du traitement symptomatique. Voilà, est-ce que vous mangez bien à la cantine? Est-ce que le manager est gentil, bienveillant? Est-ce que l'ambiance est bonne, etc. Le but, c'est vraiment de développer une logique vertueuse d'amélioration globale du système. Et pour ça, un baromètre peut vraiment être un point de départ
intéressant, et également un outil de mesure des évolutions. Ça va devenir un outil de pilotage à part entière. À partir du moment où justement on va pouvoir disposer d'une vision globale, eh bien on peut réfléchir aux différentes actions les unes par rapport aux autres et non pas une succession de réponses. Et c'est comme ça qu'un baromètre, justement, va avoir du sens. Pas juste un outil qu'on va saupoudrer un certain nombre de points de l'organisation, comme je le ferais, si je file ma métaphore, comme pour un contrôle technique pour une voiture. L'idée, un baromètre, en fait, c'est important que ça puisse proposer une vision globale pour permettre une action cohérente. Et s'il faut choisir entre balayer large ou profond, je dirais plutôt large. On pourra toujours approfondir dans un second temps, mais de manière à vraiment avoir cette vision globale. Et puis, au-delà de l'espace, il y a aussi la dimension temporelle, c'est arriver à épouser la dynamique de l'entreprise à travers la perception de son projet, de sa stratégie. Donc, voilà, l'idée, c'est d'envisager vraiment un baromètre comme un outil d'aide à la stratégie, un outil stratégique. Ok, très bien. Donc, je pense que là, on arrive vraiment au cœur de notre problématique, c'est-à-dire comment on construit ce baromètre pour qu'il ait du sens. Cécile, à nouveau, est-ce que tu veux bien partager ton expérience avec nous? Ouais, alors, moi, de mon expérience, quand une entreprise dépose son premier baromètre, je ne crois pas qu'elle cherche forcément de sens profond dans ce qu'elle fait. Elle a juste le souhait de finalement mieux savoir ce que les collaborateurs pensent, de leurs conditions de travail. Elle va surtout, je pense qu'en général, elle va surtout s'inspirer de choses qui ont déjà été faites ailleurs, et effectuer un tri, aller chercher des idées par-ci par-là. C'est bon, allez, je trie, je coupe, et voilà, mon baromètre est prêt. J'ai aussi remarqué que quand on met en place un baromètre interne, il y a souvent des questions qu'on n'ose pas poser au début. Tout simplement par peur des réponses qui pourraient être données et qu'il faudrait partager ensuite de manière transparente. Ce que les collaborateurs pensent de l'équipe dirigeante, par exemple. C'est souvent la question, on pose pas. Et puis un jour, finalement, l'équipe dirigeante ose poser la question, histoire de regarder les choses en face. Et moi, je crois que ça fait vraiment du bien au dialogue social, pour poser des questions sur ça. Souvent, quand on construit un baromètre, quand on a lancé un baromètre, on rajoute, on enlève, on modifie un peu les questions au fil des années et puis au fil des changements de managers RH qui ont d'autres idées. Au final, je crois que chaque entreprise fait un peu comme elle peut sur ce sujet-là, intuitivement, avec pour principale méthode finalement le tâtonnement. Et personnellement, j'ai rarement vu des baromètres construits sur la base de théories ou de concepts RH globaux, ou des baromètres qui cherchent à avoir du sens. Et pour moi, c'est en cela que finalement l'approche de LJP Conseil avec son empreinte de développement humain, qu'on va vous montrer tout à l'heure, me paraît intéressante. Ce que tu évoques, c'est cette difficulté en fait à trouver une approche et donc de pouvoir s'appuyer sur une approche appropriée pour le faire. Si on se tourne du coup vers cette approche proposée par LJP Conseil que tu as identifiée, est-ce que Gilda, tu peux nous la présenter? Donc peut-être à commencer par la jeunesse, qu'est-ce qui t'a amené à proposer une telle approche? Oui, alors effectivement, on a développé un baromètre qu'on appelle l'EDH pour empreinte développement humain, c'est-à-dire qu'on propose de mesurer son empreinte développement humain comme on va mesurer son empreinte carbone. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est-à-dire à créer un baromètre qui fasse sens pour nous. Nous, on est entreprise à mission, et donc on espère aussi que ça fasse sens pour d'autres. C'est-à-dire que notre ambition, c'est à la fois un enjeu de performance RH, bien sûr, et également un enjeu de responsabilité sociale. Alors, comment ça a commencé? En fait, la prise de conscience est née d'une question toute simple, mais fondamentale, que m'a posée un jeune en réflexion sur son devenir professionnel. C'était pourquoi est-ce que j'irais contribuer au développement d'une entreprise si cette entreprise ne contribue pas à mon propre développement? Et ça, c'est vraiment une interrogation qui a résonné en moi et qui a été le point de départ de ma réflexion, avec cette problématique de la réciprocité, en fait, entre le développement de l'entreprise et le développement de l'individu. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de développement de l'individu? On voit bien que là encore, on pose la question du sens, la question du pourquoi on mesure. Il y avait même un paradoxe, puisqu'on parlait de développement d'individus et on cherchait à le faire à travers un baromètre collectif.
Donc, on avait un outil global et puis un individu. Donc, il valait mieux parler d'autre chose que de développement individuel, mais plutôt d'humain, tout simplement, au sens d'humanité. Donc là, je vais faire un petit détour philosophique et citer, faire référence à Emmanuel Kant, qui lui, justement, pose l'humain comme un être singulier, doué à la fois de raison et de conscience. Et c'est en ça du coup, il en est dépositaire de quelque chose de plus que les autres êtres, et ce que Kant nomme la dignité humaine. C'est cette même définition de la dignité humaine qu'on va retrouver dans la Déclaration des droits de l'homme, quand on dit que tous les êtres naissent libres, égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience, etc. C'est cette définition-là, c'est-à-dire que cette espèce que chacun est dépositaire d'un bout d'humanité, quelque chose d'inaltérable, qui convient justement de développer et de porter. Et par rapport à ce qui se passe dans les organisations, c'est toujours intéressant de noter, par exemple, qu'on va parler dans les entreprises de développement des ressources humaines, développement du capital humain, développement du potentiel humain. On va toujours accoler quelque chose à humain, comme s'il y avait une espèce de pudeur ou de frein à parler directement de développement humain, c'est-à-dire de développer l'humanité en chacun. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors, et aujourd'hui, dans les entreprises, c'est vrai qu'on peut identifier 4 niveaux. Un premier niveau qui est juste un niveau réglementaire de traitement de cette question, où on va juste satisfaire aux contraintes réglementaires. On va parler de compliance. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est un niveau cosmétique. On va développer l'humain uniquement pour pouvoir afficher le fait qu'on le fasse. C'est une logique, c'est le mauvais côté de la marque employeur. Et puis il y a un niveau instrumental où là effectivement on va développer la ressource humaine mais comme un facteur de production. Or si on est sur cette idée un peu kantienne que j'ai évoquée tout à l'heure, eh bien non, le développement humain, l'humain peut être abordé uniquement comme une ressource, mais au contraire comme une fin en soi. Donc là c'est l'étape suivante, c'est l'approche développementale que nous on appelle en anglais human as purpose, donc l'humain comme but. Mais aujourd'hui, l'essentiel des pratiques s'arrête à cette dimension instrumentale. Donc, et c'est là où le DH est une démarche qui est conçue pour évaluer et améliorer l'impact des entreprises sur le développement humain de leurs collaborateurs dans une logique développementale et non uniquement instrumentale. Ok, c'est intéressant. Est-ce qu'il faut nécessairement opposer ces deux approches instrumentales et développementales? Alors, c'est l'excellente question qui est au cœur de notre question du sens qui nous réunit aujourd'hui. Non, bien sûr, l'idée n'est pas du tout d'opposer frontalement ces deux idées, mais plutôt de reconnaître le potentiel d'évolution d'une approche vers l'autre. Donc, c'est évident que les entreprises doivent rester viables économiquement, et ça, il n'est pas question de remettre ça en cause. Mais justement, dans cette perspective, l'approche instrumentale elle peut paraître justement inévitable, mais on voit bien qu'aujourd'hui elle suffit plus. On voit on voit bien les difficultés aujourd'hui des entreprises à attirer les talents, à fidéliser leurs collaborateurs, à donner du sens et j'en passe. Donc le vrai défi, et où le DH va intervenir, c'est justement d'intégrer l'humain au cœur de la stratégie. Non pas seulement comme une valeur de production, non pas non plus dans une logique humaniste, même si ça peut s'envisager, mais parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les besoins de l'organisation en termes de compétences, de ressources, sont les ressources que peut produire justement l'humain. Et on voit bien l'enjeu aujourd'hui, on parle d'IA, de robotique, de process, etc. Tout ça, à travers ça, qu'est-ce qu'on cherche? On voit bien qu'on recherche à reproduire les capacités qui sont déjà disponibles au niveau de l'humain. Donc, c'est ça qu'on va pouvoir développer. Ok, merci Gilda. Cécile, je crois que tu as envie de rebondir. Ouais, et pas que sur le lien quelque peu osé fait par Gilda entre le contrôle technique et Emmanuel Kant. Il fallait oser, il l'a fait. Moi, ce qui me plaît, c'est évidemment la dimension RSE de cette approche. Je trouve intéressant de choisir un angle de questionnement qui a autant de sens. Pour moi,
le meilleur angle pour un baromètre interne, c'est clairement celui qui consiste à vérifier que les collaborateurs ont vraiment la possibilité de se développer, de s'épanouir dans leur cadre professionnel. C'est pas forcément de faire la checklist de content, pas content, du double écran, des locaux, etc. À un moment donné, je crois qu'il faut vraiment prendre de la hauteur sur finalement qu'est-ce qu'on cherche à faire. On cherche à avoir des gens qui sont motivés. Et du coup, c'est quoi les facteurs de motivation et comment on va aller les tester au travers du baromètre, on les évalue. Je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'entreprises qui tâtonnent dans la construction d'un baromètre pour savoir quelles questions poser, quel poids donner à chaque question. Là, on a un angle clair. Vous allez voir, je crois que Gilda va vous montrer les questions qui sont posées dans ce format de baromètre. L'angle clair, c'est comment pouvons-nous être une entreprise vraiment et sincèrement responsable sur le volet humain. Et d'ailleurs, je crois que le DH, c'est une approche qui peut permettre à une entreprise qui est déjà engagée dans une démarche RSE de mesurer où elle en est sur le volet humain de sa démarche. Ça peut aussi être un bon point de départ pour une entreprise qui voudrait s'engager dans une démarche RSE et qui ne saurait pas par où commencer sur le volet RH. C'est vrai que souvent, quand on pense RSE, on pense environnement ou climat. Et là, on a un autre angle qui est intéressant, tout aussi intéressant en tout cas, celui de la responsabilité de l'entreprise à travers sa contribution au développement humain. Et donc concrètement, comment on peut faire ce lien justement entre les enjeux de l'entreprise et ceux de la société? Gilda, est-ce que tu peux nous présenter l'outil Mon EDH? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on est parti de cette définition du développement humain proposée par l'ONU qui mesure tous les ans l'IDH, l'indice de développement humain par pays. D'ailleurs, la France est classée 28e à cet indice. Alors, cet indice, il est calculé selon 3 dimensions qui sont la santé et la longévité d'une population, son niveau de vie et puis le niveau d'éducation des populations. Donc, à partir de ces 3 critères-là, on va mesurer l'IDH. Alors, nous, notre réflexion a été simple, presque un constat évident de dire que ces 3 dimensions atterrissent de manière très naturelle dans le monde du travail, puisque vu le temps qu'on passe au travail, forcément que la santé et le bien-être au travail contribuent à la santé tout court, que le développement professionnel, l'éducation s'acquiert de plus en plus dans l'espace de l'entreprise. Il suffit de regarder les scores de l'alternance aujourd'hui. Et puis, c'est assez évident de dire comment le niveau de vie s'acquiert à travers le salaire, la satisfaction financière au sein de l'entreprise. Donc, à partir de ces 3 dimensions-là, on a créé notre outil, l'EDH, donc qui sert à mesurer cette empreinte développement humain. Donc là, vous voyez en haut les 3 dimensions que j'ai déjà évoquées, donc bien-être, santé au travail, le développement professionnel et la satisfaction financière. Et en dessous, dans la partie basse du cercle, on voit ce qu'on appelle les capacités organisationnelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui va contribuer dans l'entreprise à créer, à développer ce développement humain. Donc, il y a 2 grandes catégories. Donc, la vision, est-ce qu'il y a une vision moyen-long terme qui notamment intègre cette dimension développement humain? Le mode de leadership, comment se teinte le leadership de l'entreprise et est-ce que chacun peut trouver une place dans l'exercice de ce leadership? La culture de l'organisation, est-ce que les valeurs qui y sont prônées sont cohérentes avec celles qui sont mises en œuvre réellement? Donc là, on est sur l'engagement de l'organisation. Et puis, il y a les 3 leviers principaux qui contribuent au développement humain dans une entreprise, que sont l'engagement sociétal, le management, comment le management soutient ce développement, et puis bien sûr les process de GRH. Donc à partir de ces différentes caractéristiques, on a créé une plateforme qui s'appelle Mon EDH. Donc c'est une plateforme qui est ouverte à toutes les entreprises.
je précise, plateforme gratuite. On est entreprise à mission. Notre objectif, c'est qu'il y ait un maximum d'entreprises qui utilisent ce même outil, c'est-à-dire qui s'engagent dans le développement humain. Dans une logique aussi de faire communauté, c'est-à-dire de pouvoir disposer d'échanges et puis de pouvoir se comparer en termes de taille, de secteur géographique ou secteur d'activité. Donc, c'est une plateforme qu'on a voulu extrêmement simple d'emploi. Donc, vous créez votre compte gratuitement, vous lancez votre campagne toujours gratuitement et vous recevez tout aussi gratuitement et automatiquement une empreinte et un rapport du questionnaire, des résultats de la perception. Vous voyez donc l'empreinte d'un côté, le rapport de l'autre. Alors, sur ce rapport, effectivement, on va avoir un certain nombre de questions qui sont proposées. Donc, c'est 24 questions. Pourquoi 24 ? En fait, on a regardé que c'était le nombre de questions sur lequel on avait le meilleur taux de retour et en même temps pouvoir une couverture quand même significative de l'entreprise. Donc, pour répondre à ces 24 questions, il faut en moyenne 7 minutes. Donc, on va dire un peu moins de 10 pour répondre. Donc, ce qui permet d'avoir un fort taux de réponse. Donc, c'est des questions qui sont orientées développement humain. On parlait de la difficulté de formuler les questions. Donc, on les a testées, travaillées, retravaillées. Alors, je prends quelques exemples pour illustrer. Par exemple, le domaine de la santé et bien-être au travail. La question, c'est est-ce que mon travail produit un impact positif sur ma vie privée et sociale ? Vous voyez, on voit cette orientation responsabilité sociale. Un exemple au niveau du développement des performances, je lis mon niveau de compétence me semble porteur d'avenir tant dans ma structure actuelle qu'en dehors. Donc là aussi, cet enjeu d'employabilité qui est une forme de responsabilité. Sur le niveau de salaire, alors nous on parle plutôt de satisfaction financière puisqu'on envisage la rémunération non pas uniquement comme un donnant-donnant, une rémunération d'une contribution, mais comme un facteur qui va produire de la satisfaction financière, c'est-à-dire qu'on envisage la rémunération selon sa finalité. Et puis en bas, on voit tout un tas de questions qui vont couvrir plutôt les capacités organisationnelles. Donc, est-ce qu'il existe une vision ? Est-ce que cette vision m'inspire et nourrit mon action ? Est-ce que je suis sollicité pour contribuer à innover, par exemple, dans mon entreprise ? Est-ce que l'entreprise porte réellement les valeurs qu'elle prône ? Ça, c'est sur l'engagement. Et puis, sur les process, est-ce que je suis encouragé à participer sur les enjeux RSE ? Est-ce que mon management, je perçois qu'il soutient mon développement ? Est-ce que les process RH, en gros, me sont utiles et font sens pour moi ? Donc, voilà nos 24 questions du questionnaire. Donc, avec ces 24 questions, une fois que c'est répondu, vous recevez un rapport qui fait des zooms sur chacune des parties du questionnement. Donc là, par exemple, sur la partie bien-être, santé au travail, eh bien, on voit que l'entreprise répondante a un score pas très élevé, on va dire, sur la question 2, qui est sur la production d'un impact positif sur ma vie privée et sociale. Donc là, on est sur cette perception-là. Et puis, j'ai pas précisé, mais c'est vrai que dans l'administration de sa campagne, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des unités de travail, ce qui permet d'affiner un peu le questionnement et de pouvoir s'inscrire aussi en cohérence avec la topographie de l'entreprise, s'il y a des sites, s'il y a différents services, s'il y a des populations un peu spécifiques à questionner. Voilà pour le rapport, les questions. Et puis, bien sûr, la démarche s'arrête pas là. Donc, le rapport, l'enquête, ça sert à écouter les collaborateurs. Après, il s'agit de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils disent ça. Mais là, on va rentrer dans une logique d'accompagnement derrière. Et c'est là où, justement, des consultants comme Cécile jouent un rôle, puisque au-delà, bien sûr, de l'écouter les collaborateurs, il s'agit de comprendre pourquoi ils disent ça, de progresser et puis également de valoriser cette démarche, puisqu'on propose également une reconnaissance, quelque part, de cet engagement de l'entreprise. Donc voilà pour cette présentation de l'outil.
Merci beaucoup, Gilda. Je pense que c'est clair. Donc, c'est effectivement un outil d'enquête, mais plutôt point de départ qui s'inscrit dans une action, une démarche, un mouvement. Cécile, justement, toi qui l'as utilisé à plusieurs reprises, est-ce que tu peux partager ton témoignage dans le cadre des missions que tu as pu conduire? Oui, j'ai déployé plusieurs fois pour le compte de GP Conseil chez des clients. Et maintenant, moi, j'aime effectivement faire ce lien. Je le fais systématiquement maintenant avec l'empreinte carbone. En fait, je trouve que le parallèle est intéressant. Avec l'empreinte carbone, vous mesurez les résultats de votre politique environnementale, et avec l'empreinte de développement humain, vous mesurez les résultats de votre politique humaine. Ça parle bien aux gens quand je le présente comme ça. Et pour moi, dans les deux cas, empreinte de développement humain ou empreinte carbone, ça parle de quelle entreprise vous voulez être finalement, où est-ce que vous voulez agir. Quand je fais la restitution, puisque tu me demandes de préciser comment ça se passe, quand je fais la restitution d'empreinte aux collaborateurs, je trouve que cette dimension RSE donne encore plus de sens à la démarche. Je l'explique. Pour expliquer qu'on ne va pas juste chercher les notations sur le cadre de vie, management, qu'on cherche à savoir comment permettre au plus grand nombre de trouver des sources d'épanouissement dans l'entreprise et dans le travail. Et le message qu'on envoie rien qu'en faisant cette restitution, en expliquant ça aux collaborateurs, je la trouve hyper positive en fait. J'aime bien les discussions que ça amène effectivement avec les collaborateurs au moment des restitutions. Par exemple, oui, on me demande souvent pourquoi on me pose une question relative au niveau d'ouverture de l'entreprise sur l'extérieur. C'est une question que j'ai effectivement jamais vue dans aucun autre baromètre. Et je trouve ça intéressant de prendre du temps d'expliquer pourquoi l'ouverture aux autres, à la nouveauté, est un stimulant intellectuel et humain important. Souvent aussi, les collaborateurs réagissent à la question dans laquelle on leur demande s'ils sont sollicités pour innover, améliorer les produits, les services, etc., ou le fonctionnement quotidien de leur entreprise. On comprend tous en quoi ça peut créer de la stimulation, de la motivation et donc du bien-être d'être sollicité pour ça. Et pourtant, là encore, je vois peu de baromètres qui posent cette question. Et j'en ai vu un certain nombre. Personnellement, j'aime beaucoup la question qui porte sur l'équité des salaires. C'est-à-dire qu'on ne demande pas seulement aux gens ce qu'ils pensent de leur satisfaction financière. En leur parlant d'équité, on leur demande si leur rémunération leur paraît juste. En gros, s'ils ont le sentiment d'être finalement reconnus à leur juste valeur. Et ça, c'est pour moi très important. Et puisque tu me demandes, Fanny, de témoigner sur mon expérience, moi j'ai envie d'insister sur justement ce temps d'échange post-enquête qui me paraît essentiel. Si on déploie un baromètre, il faut ensuite présenter les résultats aux collaborateurs en toute transparence. La transparence est fondamentale. C'est un peu le contrat moral qu'on passe. Si les collaborateurs jouent le jeu de répondre sincèrement, l'entreprise doit jouer le jeu de montrer sincèrement ce qui ressort du baromètre. Il y en a qui hésitent, mais pourtant, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et en plus, c'est intéressant parce qu'on peut expliquer ce qu'on cherche à faire en tant qu'employeur. Et le développement humain devient un sujet collectif, un sujet d'entreprise, partagé, compris par les collaborateurs. Et quand c'est possible, je trouve intéressant de faire un retour équipe par équipe. Ce qu'on peut faire, Gilda a expliqué qu'on pouvait créer des unités. Si c'est votre propre baromètre et pas mon idée, je pouvais le faire aussi, évidemment, à condition de garantir l'anonymat. Il ne faut pas des toutes petites équipes, mais si on a des équipes un peu larges, ou dans un groupe, comme j'ai pu le faire récemment, plusieurs entités juridiques, eh bien, vous pouvez faire un retour par entité ou par équipe, par service. Ça permet de présenter les résultats de l'entreprise, bien sûr, et aussi de zoomer sur les réponses données par l'équipe elle-même. Et ma recommandation, c'est que chaque manager, je crois qu'il y en a un parmi vous, qui a été concerné, avec qui j'ai travaillé, organise un temps de restitution et d'échange avec son équipe, avec l'aide des RH quand il y en a. Les RH peut aider pour la préparation et pour la restitution. Quel message on veut faire passer, quelles réponses on veut aller chercher parce qu'il y a des réponses qu'on ne comprend pas complètement, etc. Et autre chose qui me paraît essentielle, c'est qu'il ne faut surtout pas s'en tenir à une restitution qui consiste uniquement à donner tel quel les résultats et à les commenter. Pire encore, à les envoyer sous un format électronique sans parler et sans réaction. Prendre une photo, c'est bien, mais ça suffit pas. Parce que la question du suisse, c'est forcément, donc maintenant qu'on a la photo et qu'on voit ce qui va moins bien, ce qui est perfectible, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Donc, je crois qu'il faut vraiment pas restituer les résultats du diag tout de suite, mais prendre le temps en amont de la restitution de décider des chantiers qu'on va engager. Qu'est-ce qu'on comprend des résultats, sur quoi on décide d'agir et comment, et sur quoi on décide de ne pas agir, puisqu'on n'est pas obligé de répondre à tout de suite, mais de dire clairement. Ma conviction, c'est que quand on restitue les résultats d'un baromètre, il faut vraiment dire quels engagements on prend en tant qu'employeur au niveau d'entreprise, voire en tant que manager au niveau d'une équipe. C'est aussi la marque employeur, que de montrer qu'on écoute, qu'on cherche à comprendre et qu'on agit en conséquence. Et en matière de RH, on pourra peut-être en discuter juste après, mais pour moi, expliquer pourquoi on fait les choses, ça fait vraiment toute la différence. Et autre élément qui me paraît important de partager, c'est le fait de reproduire l'expérience régulièrement. Idéalement, lancer un baromètre tous les ans, certains le font tous les 6 mois, ça se discute, mais c'est ce qui permet de mesurer l'impact des actions qui ont été lancées et puis de réajuster le tir si nécessaire. Et c'est aussi ce qui va permettre aux nouveaux d'être écoutés et d'avoir voix au chapitre aussi au fur et à mesure qu'on a des cohortes de nouveaux arrivants. Moi, sincèrement, les baromètres RH, ils me sont utiles tout le temps en fait, hein, et depuis de nombreuses années. Comme DRH, ça m'a par exemple permis d'engager pas mal de réflexions et d'avancer sur la culture managériale ou encore sur la politique salariale. Comme consultante, ça m'a permis d'aider des clients à identifier leurs axes de progression en matière de qualité de vie au travail, ou encore de partage de la vision. Hier encore, j'ai travaillé avec un client sur un plan de prévention des risques psychosociaux. On s'est largement appuyé sur le résultat du baromètre. En tant que DRH ou comme consultante, ça m'a permis de comprendre comment je pouvais renforcer la marque employeur de plusieurs entreprises, très clairement. Et pour moi, c'est vraiment devenu un outil essentiel dont je ne pourrais plus me passer. Ok, merci beaucoup Cécile pour ce témoignage et puis ton retour d'expérience précieux. Merci également Gilda pour tes apports et tes métaphores très osées. Ce que je retiens peut-être pour faire une synthèse, c'est premièrement l'importance de sonder ses collaborateurs pour comprendre leurs besoins, leurs perceptions, leurs expériences et donc ainsi faire des choix éclairés et adaptés en matière de politique RH. Finalement, on peut dire qu'une démarche RH est pertinente seulement si elle répond aux problématiques spécifiques de l'entreprise et aux attentes des collaborateurs. Deuxièmement, peut-être, c'est la complexité du coup de cet exercice. Mettre en place un baromètre nécessite une réflexion approfondie sur l'approche, sur les contenus, etc. Et par rapport à ça, l'approche proposée, celle du développement humain, fait sens car elle propose une vision globale, durable, qui est orientée sur cette notion d'impact et donc très en lien avec le rôle sociétal de l'entreprise aujourd'hui. Maintenant, justement, les entreprises à placer l'humain comme une finalité au cœur de leur modèle. Et enfin, je retiens donc cet outil avec la plateforme monedh.com, fondée sur cette approche développement humain. Un outil clé en main, accessible à tous, qui peut s'utiliser dans le cadre de son baromètre interne ou en tout cas dont on peut s'inspirer pour créer le sien. Voilà, vous aussi dites-nous dans le chat ce que vous retenez, ce qui vous a le plus parlé, ce qui vous a marqué. N'hésitez pas à partager. Et maintenant, je vous propose qu'on ouvre l'espace à l'échange et qu'on puisse répondre à vos questions. Donc, je vais regarder dans le chat, il me semble que j'ai vu quelques questions passer. On avait une première question de Audrey. Merci pour ce partage. Comment faites-vous ensuite pour creuser les motivations des réponses? Par exemple, le résultat de la Q2, que raconte-t-il exactement et donc comment agir? Effectivement, Audrey dit ensuite, mais vous avez répondu, il faut que je patiente. Et quelle était la Q2? Je me souviens pas de la Q2. Je Elle était sur l'impact positif de la vie privée, sur la vie privée et sociale. Mais globalement, effectivement, comment on peut aller creuser ensuite les réponses aux questions? C'est vrai qu'on a un peu répondu. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Cécile? Moi, c'est pour ça que quand je dis que c'est intéressant après d'échanger, d'avoir un temps d'échange avec les collaborateurs, c'est que ça permet d'aller creuser un niveau de réponse, qu'on soit surpris dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, hein, mais et de poser plus largement les questions
pour être sûr de pas mal interpréter les réponses. Donc effectivement, en général, quand on travaille sur un baromètre, moi, ce que je fais, c'est que je demande aux personnes que j'accompagne leur degré de surprise. C'est très intéressant à faire, dans un sens ou dans l'autre. Et je leur dis, ok, donc là, vous êtes surpris, d'accord. Pourquoi vous êtes surpris? Et souvent, c'est là où on rentre dans ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la différence entre l'intention, les dispositifs, les efforts faits et la perception. Donc, pourquoi vous êtes surpris? Ah, d'accord, parce que vous avez mis ça en place et vous avez l'impression que ça n'a pas marché comme vous vouliez, ou à l'inverse, vous pouvez être très, très agréablement surpris par des résultats et sans avoir d'explication. Donc, on sélectionne souvent en préparation de la restitution les questions sur lesquelles il faut pas reposer les questions collégialement, réengager le dialogue sur tous les sujets, mais sur des sujets précis où on pense on a besoin d'avoir des explications, on les choisit et on ouvre le dialogue dans le temps de restitution sur ça. D'où l'intérêt de le faire à petite échelle, par équipe, parce que là, on est dans un cadre où l'échange est beaucoup plus facile. Ok, merci Cécile. On avait une deuxième question de Anne-Sophie. Et si les résultats du baromètre sont bas, comment les communiquer? Et c'est effectivement appuyé par Karine, s'ils sont beaucoup plus bas que ce que l'entreprise imaginait. Ouais. Donc, effectivement, comment on peut communiquer dans une situation un peu délicate? Juste me permettre une intervention à ce niveau-là. Je crois que là, encore une fois, si on est dans une logique approche développement humain, c'est important de considérer ces collaborateurs comme des parties prenantes et pas juste comme des salariés ou travailleurs, où là, on sera encore sur l'approche instrumentale. Et ça, là, je crois que c'est vraiment fondamentalement ce qui change la donne, et notamment sur cette question de la restitution, avant d'aller sur le concret de la restitution, mais déjà, dans l'esprit, c'est de dire, ben, voilà la situation, c'est donc les associer au projet. Et ça change complètement l'approche, notamment par rapport à d'autres baromètres que je ne nommerai pas, mais qui ont des noms anglo-saxons, qui continuent à positionner le collaborateur comme quelqu'un qui attend quelque part de l'entreprise qu'on lui donne quelque chose, un peu comme la méquée dans le nid, et qui en fait finissent par développer des comportements un peu d'enfants gâtés, où on attend en fait que les choses s'améliorent. Et moi, ça m'arrivait d'arriver dans des entreprises qui disent on ne sait plus quoi faire, mais le baromètre continue à se dégrader. Forcément, parce que justement, on s'habitue quelque part à un certain standard et on finit par exiger, puisqu'on nous demande, et ben on va demander plus à chaque fois. Donc on voit bien que là on est sur une modalité qui ne fait pas sens. Donc en revanche, à partir du moment où on va les considérer comme des parties prenantes, c'est-à-dire comme des gens qui sont responsables et qui s'engagent dans le projet commun, à ce moment-là, déjà, ça pose plus de problème de leur dire voilà la situation et en gros maintenant comment on avance. Ouais, moi je pense que en fait, il y a déjà si vous sentez qu'il y a une ambiance pourrie et que ça se passe pas super bien dans l'entreprise et que globalement les collaborateurs sont pas à la fête, les gens c'est pas de baromètre, mais en fait ce type d'entreprise n'a même pas l'idée de lancer un baromètre, donc le sujet est éludé. Oui, il faut être prêt à accueillir tous les résultats. Ça veut dire qu'il y a un travail en amont sur le fait de lancer ce type de baromètre. Je dis toujours, notamment quand on parle de, finalement, les commanditaires, c'est les dirigeants. Et quand on pose des questions sur est-ce que la vision est comprise, est-ce qu'elle est partagée, est-ce que vous adhérez à la vision que vous proposez les dirigeants, ça peut faire mal. C'est même souvent un des sujets qui fait mal. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut avoir vraiment travaillé en amont avec les commanditaires, les dirigeants, la RH, etc. sur OK, on est prêt à entendre ça. Ça veut dire que ça c'est la première chose. Et après, il y a vraiment un temps de travail fort une fois qu'on a les résultats sur l'analyse. Ce que j'évoquais tout à l'heure, de prendre le temps. On peut avoir aussi des dirigeants qui voudraient avoir des notes extrêmement élevées. Moi, j'ai vu ça avec du 5 sur 5 partout. Et que s'ils sont pas parfaits, ils trouvent que ça va pas du tout. Donc, il faut remettre les choses à leur place, leur expliquer que voilà, c'est des résultats normaux et que il faut pas qu'ils le prennent personnellement. Enfin, il y a un gros travail quand même d'accompagnement.
Après, une fois que ça c'est bien travaillé et qu'on prépare les messages qui vont être donnés, si on est dans une logique de progression, oui, tout est entendable. Et c'est vraiment ça que je travaille moi avec les managers. Tout est entendable. C'est dire, ok, bah là, on entend ce que vous nous dites et on va travailler. Alors j'ai vu une question de Paul Emmanuel qui dit, ouais, mais ok, mais si concrètement la satisfaction financière n'est jamais là parce que on sait qu'on n'a pas les moyens, et ben ça veut dire qu'il faut mettre les pieds dans le plat dans la restitution et dire très clairement, moi je l'ai vu récemment avec une entreprise, bah oui, on est une petite structure par rapport à nos gros concurrents, on n'aura pas par exemple les mêmes moyens en matière de mutuelle, etc. En revanche, c'est là où il faut valoriser le reste, il n'y a pas que le salaire dans la vie, il y a le salaire bien sûr, mais je trouve que c'est là où il faut mettre les trucs sur la table, très clairement, très honnêtement, très sincèrement. Et ça passe. De mon expérience, ça passe. Ok, donc plutôt effectivement dans cette transparence, cette sincérité et surtout être en projet en fait et garder cette dynamique de projet en tête. Et donc à partir de là, le résultat n'est pas une fin en soi. On a eu un commentaire de Audrey sur la restitution. Donc si on restitue les résultats quantitatifs du sondage et qu'on veut bien évidemment comprendre, donc creuser d'un point de vue plus qualitatif, on ne peut pas encore proposer des pistes de travail. Donc, il faudrait 2 temps, un temps de restitution du quanti pour entendre le qualitatif, puis présenter les pistes de travail aux collaborateurs. Voilà, c'est effectivement une piste. Je pense que ça fait écho à ce que tu pouvais dire, Cécile, sur le fait de, avant la restitution, déjà savoir vers quoi on s'engage. Et effectivement, c'est l'idée de se dire on va chercher à comprendre avant de pouvoir présenter des axes de travail concrets. Ouais. Et je rebondis sur ce que Yvan, salut Yvan, vient de dire. Super prof, non, t'es franchement le top du prof pour les RH. Il dit qu'effectivement, j'ai suggéré de décider des engagements qui vont être pris. Les engagements, c'est pas forcément des solutions toutes faites. Tu peux aussi t'engager à travailler un sujet avec des gens. Par exemple, là, suite à un baromètre, j'accompagne un client qui voit qu'effectivement, au niveau management, il y a une vraie problématique, une vraie hétérogénéité. Il y en a souvent. Hein. Une hétérogénéité managériale et qui a vraiment un sujet à imaginer, enfin, des solutions à imaginer. Donc là, dans la restitution, il y a vraiment eu l'idée de, OK, dans la feuille de route RH, il y a ce sujet-là et on va travailler avec des collaborateurs. Donc, on ne donne pas la solution clé en main, mais on dit qu'on prend le sujet. La direction générale dit je prends ce sujet comme étant important et on va se donner les moyens de. Donc effectivement, je te rejoins sur le fait qu'il ne faut pas forcément arriver avec des solutions toutes faites sur tous les sujets, ne pas avoir réponse à tout, mais en tout cas arriver avec des engagements en disant ces sujets-là, on les prend très au sérieux et on va les traiter. C'est ça que je pense que c'est ce qui est intelligent de faire, je pense. On avait une question sur l'anonymat. À partir de combien de personnes questionnées on considère que l'anonymat est respecté? J'ai ma réponse, mais je laisse parler Gilda, le spécialiste de la mécanique quantique. Je ne sais pas si vous avez vu la pirouette qu'a fait Gilda. Il nous a fait le diagnostic de sa voiture au garage et un lien avec Emmanuel Kant. Alors, donc, quantique, ça s'écrit pas comme ça. Oui, je sais, mais c'était pour le jeu de mots. Alors oui, sur le nombre de réponses, alors c'est vrai que ça se pose notamment si on fait des unités de travail, il y a une petite entreprise, il y a une seule personne en fonction support, bah, si on dit les fonctions support, on sait que c'est elle qui a répondu. Donc à ce moment-là, on va éviter ça. Là, encore une fois, il y a 2 réponses. Déjà, le fait d'essayer de chercher qui a répondu quoi, ça me paraît assez peu intéressant comme question. Après, moi, je pense qu'à partir de 5, on peut avoir déjà une idée d'anonymat. Je vois une question d'Audrey qui dit qu'elle est dans une petite structure de 11 salariés. Moi, j'ai déployé le baromètre dans une plus petite structure que 11 salariés. Ils étaient 8. Voilà. C'est la plus petite structure dans laquelle j'ai déployé, c'est 8. Et puis après, ça allait jusqu'à plusieurs centaines de personnes. Donc, oui, Audrey, c'est tout à fait possible.
bien préparé. Ah oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'aurais dû le dire. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est de travailler la communication sur pourquoi ce baromètre. Évidemment. Si vous voulez, et rassurer sur le fait que ce soit anonyme, etc. Si vous voulez maximiser en termes économiques vos chances d'avoir le plus de répondants possible, il faut les rassurer sur le fait que c'est effectivement confidentiel et sur votre intention derrière. Ouais. Alors, on avait un commentaire de Karine qui réagissait à ce que tu disais, Gilda. Oui, l'attitude d'enfant gâté me parle. Je suis descendue. Je suis perdue dans le chat. Nous avons le sentiment d'en faire vraiment beaucoup et d'être très à l'écoute, mais nos salariés sont extrêmement recherchés sur le marché, ce qui rend les choses très délicates. Sinon, c'est le rapport de force un peu compliqué. Si je peux me permettre, moi, je viens de. Avant, j'étais DRH dans le numérique, donc là où les tensions sur le marché sont extrêmement fortes. Donc, Karine, je vois de quoi vous parlez. Justement, je trouve qu'à un moment donné, il faut arrêter de considérer que travailler, c'est un acte d'achat. Quand je parle d'expérience collaborateur, c'est est-ce que je me sens motivée, nourrie par ce qui se passe. Mais c'est pas un acte d'achat. Et moi, j'ai vu des baromètres qui étaient une espèce de checklist de tous les avantages qu'on a donnés dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils pensent de chacun des avantages. Et quand vous rentrez dans cette logique-là, je pense que c'est vraiment un terrain très, très, très glissant et que d'où l'intérêt de remonter le niveau. Et c'est en ça que moi, j'aime bien mon EDH. Vous pouvez utiliser mon EDH, vous pouvez vous inspirer de questions qui sont posées. En tout cas, vraiment, la citation. Et en fait, finalement, avant d'utiliser mon EDH, je ne m'étais pas questionnée moi-même. Mais je trouve qu'il faut remonter le débat. C'est intéressant pour ça. Si vous rentrez dans une checklist est-ce que vous trouvez que finalement vos bureaux sont bien aménagés ici et ça. Il y a le CSE, il y a d'autres manières d'avoir toutes ces informations-là. Remonter le débat à finalement, est-ce que les bases sont là? C'est-à-dire, est-ce que les sources de motivation et de développement personnel sont là? Et c'est en ça que c'est intéressant, je trouve. Karine dit effectivement, c'est mon cas aussi, des RH dans le numérique. Et ouais. On a une question de Paul Emmanuel sur quel taux de participation atteindre pour considérer que les réponses sont représentatives. Qu'est-ce que t'en penses, Fanny? L'animatrice. Je dirais qu'à partir de peut-être 70%, on a quelque chose de représentatif. Après, ça dépend aussi s'il y a des unités de travail ou pas. Il faut la représentativité, elle va être là si tous les métiers sont représentés, tous les statuts de l'entreprise. Voilà, s'il y a cette diversité dans les réponses, mais en termes de pourcentage, on va tendance à dire quelque chose autour de 70%. Oui, je suis d'accord. Après, vous pouvez avoir par unité des différences de taux de réponse, mais qui sont intéressants. On va dire que le taux de réponse en soi est un élément intéressant. Je vois Marion qui demande si, en fait, une entreprise qui connaît une mauvaise période aurait intérêt à ne pas questionner. Non, l'exemple que j'ai donné, c'était une entreprise qui vraiment, sur le fond, ne fait pas beaucoup d'efforts au niveau développement humain, justement. Une entreprise qui est dans la bonne dynamique, mais qui est en perte de vitesse, qui a perdu des marchés, qui pour plein de raisons amène crée peut-être effectivement une vision un peu plus floue, une sécurité un peu moins grande. Oui, bien sûr qu'elle a intérêt à faire le baromètre, à continuer le baromètre, à condition qu'elle soit effectivement prête à échanger. Mais ça peut peut-être être un bon support pour dire, écoutez, on comprend, par exemple sur la vision, vous pensez que on n'en dit pas assez sur où on veut aller, pourquoi, qu'est-ce qu'on met en place. Eh bien, on va être vigilant, on va vous en parler plus. Ça peut être un bon support de communication. Et vraiment, pour moi, il faut beaucoup travailler les messages. Il y a une structure que j'ai accompagnée. Ils ont été un peu surpris du temps qu'on a passé à préparer les messages. Commencer par le DG, puis les directeurs des différentes entités. Mais après, c'était plaisant parce que les mots étaient choisis, ils ont pesé
les mots pour faire passer les bons messages et être très honnête. C'est ça qu'on attend. Hein. Je parlais je faisais le lien entre l'évolution de la société et l'évolution de l'entreprise. On a accès à une information très directe, sociétalement, et on se méfie des fake news. Donc, on veut être sûr que l'employeur ne raconte pas des cracks. Et en ça, s'appuyer sur un résultat du diagnostic pour faire passer sa com et engager un dialogue, un échange, oui, je pense que c'est une bonne idée. Ok, Marion dit super, merci à vous. Eh bien, merci Marion. On a fait le tour des questions du chat. Est-ce qu'il vous reste des questions, des remarques que vous souhaitez partager avec nous? Je vous laisse quelques minutes pour partager. On arrive au bout du temps qu'on avait prévu. Oh, super. Merci Sophie. Vous aussi, vous êtes trop top. Et puis, voilà, c'est le réseau. Hein. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions après coup, vous échangez soit avec Gilda, soit avec moi. Oui, bien entendu. On aura plaisir à échanger. Puis surtout, n'hésitez pas à aller sur monedh.com pour regarder l'outil, le tester. N'hésitez pas. On vous aidera si jamais vous êtes en difficulté. Merci beaucoup pour vos retours, en tout cas. Oui, merci pour votre présence, pour votre intérêt. Et puis, bientôt sur les ondes. Il reste quelques... À bientôt. Bien sûr, on va poursuivre. Mais Gilda adore ça, hein, donc il va continuer, c'est sûr. Encore 19 personnes connectées. Bon, ça va décoller tranquillement. Donc, ça va être l'heure pour nous de vous quitter. Merci beaucoup pour la participation, pour les échanges, les questions très riches, les commentaires. Et bonne journée à vous.